Alors, les objectifs de ce module sont également au nombre de 4. Tout d'abord, il va s'agir d'identifier la structure de propriété d'une entreprise et les conséquences que cela a sur le fonctionnement de l'Assemblée générale et les relations avec l'ensemble des acteurs de la gouvernance. Dans un deuxième temps, il s'agit de mieux connaître et d'anticiper les comportements et les attentes des différentes catégories d'actionnaires qui vont provoquer, je dirais, un certain nombre de réactions et qui sont à l'origine d'un certain nombre de comportements durant effectivement l'Assemblée générale, mais également tout au long de l'année dans la relation et dans les annonces que peut faire l'entreprise. Enfin, troisième objectif, on verra après au niveau des conseils d'administration comment ceux-ci sont composés et comment cela découle de la composition de l'actionnariat et des différentes catégories d'actionnaires. Et enfin, il faudra essayer de comprendre à l'intérieur de ce conseil d'administration la dynamique qui peut s'instaurer et les différents jeux d'acteurs. Alors, de façon un peu plus détaillée, si on revient sur les 4 sujets qui vont être abordés, qui sont en lien avec ces 4 objectifs, il s'agit de travailler sur la structure de propriété et ses conséquences, le comportement des différentes catégories d'actionnaires, la composition d'un conseil d'administration, comment il est construit, et enfin sur la dynamique de ce conseil et les jeux d'acteurs que l'on va pouvoir identifier, ou en tout cas qu'il s'agirait de pouvoir identifier. Donc venons-en sur le premier point, la structure de propriété et ses conséquences. Il est d'abord important de bien identifier les grandes catégories d'actionnaires que l'on peut avoir dans son capital. On retrouve en fait une très grande diversité, une famille, l'État parfois, ici dans le cas de Renault, d'autres entreprises, des investisseurs professionnels comme les fonds d'investissement et bien d'autres. Donc il s'agit de revenir sur ces grandes catégories. Il s'agira après de voir comment le capital est constitué, ce qu'on appelle la géographie du capital. Et enfin, regarder si à l'intérieur de ce capital, il y a des situations un petit peu particulières, et en général il y a 2 situations qu'il faut bien identifier. Est-ce qu'il y a des ententes éventuelles entre des actionnaires et est-ce qu'il existe des actions de préférence, c'est-à-dire des actions qui sont un petit peu particulières, différentes des actions dites communes, des actions dites classiques. Et enfin, on verra sur les conséquences un petit peu de ces éléments, les conséquences de cette géographie du capital et de ce fonctionnement au niveau de l'actionnariat, les conséquences donc sur le contrôle de l'entreprise. Est-ce que le contrôle peut être effectif ou parfois un peu moins effectif? Alors, revenons donc sur ces grandes catégories d'actionnaires qui est caractérisée par une très grande diversité. Alors je vais les citer, je dirais, de façon successive, donc en commençant par les fonds d'investissement qui sont aujourd'hui les plus présents dans les sociétés cotées, mais aussi les investisseurs institutionnels, nous verrons de quel type d'acteurs il s'agit, le capitalisme familial, c'est-à-dire les familles ont joué et continuent à jouer un rôle extrêmement important dans le contrôle des firmes. L'actionnariat individuel ou des petits porteurs, effectivement, il existe encore des dispositifs qui permettent à des petits porteurs individuellement, qu'on appelle aussi des petits actionnaires, d'être toujours présents dans l'actionnariat. L'actionnariat salarié, dont on en a déjà dit 2 mots, c'est une partie prenante, les salariés, on peut les retrouver donc directement dans la gouvernance via l'actionnariat salarié. D'autres entreprises, dans le cadre de stratégies de groupe et de prise de participation dans le capital des firmes. L'État, enfin, l'État évidemment peut être un actionnaire. Donc on le voit, une diverses origines donc, pour ces actionnaires et il est donc très important de comprendre à qui on a affaire. Alors, si on commence par la première catégorie, donc ces fameux fonds d'investissement. Eux-mêmes sont illustrés ou peuvent s'illustrer par une très grande diversité. Ce sont des investisseurs d'abord professionnels. La plupart du temps, ce sont des acteurs qui peuvent être très très gros, de grands fonds d'investissement, notamment nord-américains, où ils sont très développés, ou des fonds d'investissement plus petits, de quelques personnes, mais qui interviennent dans le capital des firmes. Mais ils ont comme point commun d'être des professionnels de l'investissement et, je dirais, des professionnels des achats d'actions. Ce genre de fonds est en général une structure qui est pilotée par un gérant, qui va définir une stratégie d'investissement
Et donc, comme je vous le disais, on trouve des dispositifs très variés, de la simple SICAV, hein, donc ces organismes de placement collectif où on retrouve des petits porteurs, jusqu'à des grands fonds spéculatifs, parfois appelés fonds vautours, parce qu'ils mettent une grosse pression sur les actionnaires, sur les autres actionnaires et également sur les managers de ces firmes. En fait, ce qui va déterminer le comportement de ces fonds d'investissement, c'est de voir un petit peu la nature de leur financement, comment leur propre actionnariat est constitué, parce qu'en fait, c'est ça que ne font pas toujours les personnes qui analysent la gouvernance et qui analysent l'actionnariat, c'est qu'ils ne regardent pas dans le détail un petit peu à quel type de fonds d'investissement ils ont affaire, ce qui va déterminer largement leur attitude à l'égard du management de l'entreprise au sein de laquelle ils opèrent. Et on va le voir, ces fonds d'investissement interviennent aussi bien dans le capital des sociétés cotées que dans le capital des sociétés non cotées. Alors, les investisseurs institutionnels, eux, sont d'une catégorie un peu différente. Parfois, les définitions ne sont pas forcément toujours très convergentes, mais c'est un peu différent quand même des fonds d'investissement. On retrouve en numéro 1 de très loin, et notamment en France, les assureurs, ou certains établissements de crédit spécialisés comme la Caisse des dépôts ou comme la Banque publique d'investissement. Ce sont des acteurs qui interviennent dans le capital des sociétés. Donc les assureurs, eux, sont aujourd'hui quand même un petit peu moins présents du capital des sociétés. Sans rentrer dans le détail, en fait, ils subissent une réglementation appelée Solvency II, qui ne les incite pas beaucoup en fait à être détenteurs du capital des firmes et donc ils sont un petit peu moins investisseurs en capital qu'ils n'ont pu l'être par le passé et parfois même certains assureurs se sont complètement retirés du marché des actions alors que d'autres structures comme la Caisse des dépôts ou la BPI, elles, sont restées présentes, mais ce sont des acteurs proches de l'État. Donc ces acteurs spécialisés sont présents aussi dans le capital des sociétés cotées ou non cotées, de la même façon que les grands fonds d'investissement. Alors, les assureurs, eux, vont intervenir via des contrats d'assurance vie, hein, le plus souvent en France, c'est comme ça. Donc, ces fameux contrats d'assurance vie que vous pouvez avoir, avec notamment une partie UC, en unité de compte. Quand vous avez un plan d'assurance vie en unité de compte, pour partie, ça veut dire qu'une partie des fonds que vous avez déposés pour l'assurance vie va être investie par l'assureur dans le capital des sociétés et donc en actions. Vous avez également des plans d'épargne qui sont proposés par les banques, comme des PEA, plans d'épargne en actions, où là, effectivement, votre épargne est investie dans certaines actions. Pour changer de catégorie, après les investisseurs institutionnels, donc le capitalisme familial. Alors le capitalisme familial, lui, je dirais qu'il est aux origines du capitalisme, puisque toutes les sociétés qui ont été créées, à un moment donné, ont été créées par une personne ou quelques personnes. Et donc, dès le départ, les entreprises ont une dimension familiale. Mais on va parler vraiment de capitalisme familial quand, après plusieurs générations, disons quand même au moins 2, une famille détient la majorité des droits de vote, ou en tout cas suffisamment de droits de vote pour exercer le contrôle. Et donc on a tous en tête des familles en France qui sont fortement présentes dans le capital d'entreprise, comme la famille Bettencourt à L'Oréal, ou comme la famille Peugeot donc dans PSA. Ces familles exercent leur contrôle le plus souvent en constituant une société holding, ce qu'on appelle une holding familiale, ou via un family office. Alors un family office, c'est un dispositif un petit peu particulier, souvent proposé par une banque privée ou une société ad hoc, et qui a l'objectif, comme une société holding, de détenir les actions de la société dans laquelle la famille est impliquée depuis l'origine. Enfin, il y a aujourd'hui beaucoup de discussions sur ce capitalisme familial. C'est un mode de contrôle en débat qui est évidemment reconnu, hein, très apprécié pour son engagement de long terme, mais parfois on s'est aperçu que les familles avaient du mal à évoluer et à prendre les décisions qui s'imposaient pour pouvoir assurer la pérennité au-delà d'une certaine taille et dans un nouveau contexte concurrentiel. Et donc parfois on est obligé, je dirais, de faire reculer la famille de façon à faire évoluer la gouvernance de la société. L'actionnariat individuel ou des petits porteurs, alors ils continuent à exister, hein, même si on les voit de moins en moins intervenir dans le capital des sociétés.
en fait, donc, leur présence se réduit, hein, plutôt en tout cas en France, ce qui dénote aussi une certaine difficulté, voire certains disent une défiance à l'égard des marchés financiers. Mais ils sont quand même présents via des fonds structurés portés par des gestionnaires d'actifs, le plus souvent commercialisés par des banques. Et donc, quand vous achetez une SICAV, quand vous achetez un fonds commun de placement, un PEA, comme je le disais, ou l'assurance vie, eh bien, vous avez effectivement la possibilité, via ces gérants, d'investir dans le capital des sociétés. Alors évidemment, dans ce cas-là, on a relativement peu d'influence directe dans la gouvernance, hein. C'est surtout le gérant qui peut éventuellement avoir un petit peu d'influence, et encore, hein, souvent leurs participations sont très petites au regard de la taille du capital. L'actionnariat salarié, lui, alors j'ai déjà un peu évoqué cette question, mais j'y reviens ici. Donc l'actionnariat salarié, on assiste là, je dirais, à deux types de situations, hein, dans le cadre de cette modalité qui a pour objectif d'impliquer et de fidéliser les salariés. Alors, évidemment, il y a des entreprises qui ont un intérêt tout à fait majeur à impliquer leurs salariés dans la gouvernance, parce qu'ils vont considérer que c'est un acteur clé au moment d'une opération de rachat. Effectivement, quand les salariés collectivement détiennent une part assez significative du capital, évidemment, c'est une arme, je dirais, anti-rachat, anti-OPA, parce que les salariés ont souvent tendance à privilégier la gouvernance actuelle, les dirigeants actuels, sauf à ce qu'il y ait vraiment un conflit majeur, et c'est perçu souvent comme un facteur de stabilité. Ensuite, les entreprises, évidemment, une entreprise peut détenir une partie, tout ou partie du capital d'une autre entreprise, hein, donc c'est le système des participations, hein, qui peuvent être minoritaires ou majoritaires. En général, les entreprises qui font ce genre d'investissement, ce genre d'opération, le font dans le cadre d'une acquisition. Donc une entreprise rachète une autre entreprise afin de constituer un groupe, hein, dans lequel ils vont être majoritaires. À ce moment-là, effectivement, on retrouve des sociétés qui sont à la tête de plusieurs filiales dont elles détiennent à chaque fois une majorité du capital. Ou bien, si on veut simplement consolider une alliance entre deux entreprises, et c'est le cas de Renault-Nissan, ou pour consolider des partenariats commerciaux et industriels, deux entreprises peuvent décider d'avoir des participations dans le capital, sans pour autant donc être majoritaire. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, la prise de participation au capital par d'autres entreprises répond à ces deux types de stratégies. Et enfin, dernière catégorie d'actionnaires, l'État actionnaire. Donc l'État actionnaire, c'est une situation un petit peu particulière, hein. D'abord, c'est l'agence des participations de l'État qui est l'acteur qui va gérer ses participations et qui va prendre des participations ou éventuellement vendre des participations. L'État, il est majoritaire encore aujourd'hui dans quelques entreprises, hein, qui en général étaient pour la plupart des administrations il y a quelques années. La Poste, par exemple, ou EDF. Et là, effectivement, l'État détient le contrôle total de ces entreprises. Mais également, il a des participations minoritaires, là encore souvent dans des secteurs où il a eu des administrations en place, hein. Alors certes, il est minoritaire, mais il est quand même influent dans ces entreprises qui, elles, ont engagé depuis longtemps un processus de privatisation. Et on a tous en tête le cas d'Air France ou le cas de Renault, ici, qui, effectivement, où l'État n'a pas plus d'une quinzaine de pourcents du capital. Donc, quand on regarde un petit peu ces différents acteurs, en fait, le bilan que l'on doit faire à l'issue de ces grandes catégories d'acteurs, on doit faire un bilan en termes de géographie du capital. Donc, il faut bien comprendre la géographie du capital, et cela se traduit par la compréhension et l'analyse des droits de vote qui sont détenus par ces différents acteurs. Mais également, il peut y avoir un écart entre ces droits de vote et le montant de capital détenu. Et donc, c'est bien les deux choses qu'il va falloir regarder. Et en général, notamment pour les sociétés cotées, les tableaux d'analyse de la géographie du capital qui nous sont fournis font cette distinction entre les droits de vote détenus et le capital détenu. Alors, s'agissant des droits de vote détenus, ici, on va revenir sur une situation que j'ai déjà évoquée, et l'importance de ces droits de vote et la différence qu'il peut y avoir entre certaines catégories d'actions.
D'abord, ces droits de vote, évidemment, ils confèrent le droit de décision via le vote. Vous ne pouvez pas voter si vous ne détenez pas des droits de vote. C'est ça qui vous permet d'être présent à l'Assemblée générale et de faire vos choix. Ensuite, quand on fait une analyse des droits de vote, il faut regarder les proportions détenues par chaque catégorie d'acteurs. La liste que j'ai proposée tout à l'heure m'amène à effectivement faire cette analyse. Donc ici, si j'illustre un petit peu ce point-là par un cas différent, le cas BNP Paribas, donc vous allez voir ici un tableau où on regarde un petit peu ces droits de vote. Hein. Donc simplement quelques commentaires sur ce tableau. Hein. Vous pouvez vous apercevoir donc sur l'évolution en plus sur 3 années. Donc moi je me placerai principalement en 2015. Pour s'apercevoir que principalement il n'y a pas d'écart entre le pourcentage des droits de vote, hein, c'est la colonne à droite, hein, les colonnes de droite en 2015, il n'y a pas d'écart entre le pourcentage des droits de vote et le pourcentage du capital détenu, donc ça veut dire que globalement vous avez un vote par action, et tout ça pour s'apercevoir que en termes de type d'acteur, vous avez la SFPI. Alors la SFPI est une structure qui représente l'État belge, donc l'État belge est très présent dans le capital de BNP, c'est même son premier actionnaire, hein, souvent les gens ne le savent pas, suite à la restructuration qu'il y a pu y avoir avec Fortis après la crise bancaire. On s'aperçoit de l'entrée au capital en 2015 de BlackRock. BlackRock est un grand fonds d'investissement américain, un des plus connus, un des plus puissants. Et donc évidemment, ça c'est une évolution majeure de sa gouvernance. Bon, je ne le commenterai pas davantage. Encore un acteur étatique, le Grand-Duché du Luxembourg, là aussi parce que Fortis était présent au Luxembourg. Et puis on voit des salariés de façon assez significative, 5%. On voit des actionnaires individuels, vous voyez, à hauteur de 4,4%, donc très peu. Et puis on voit donc la plus grosse partie qui est détenue par des investisseurs institutionnels, français et étrangers, qui représentent plus de 70% des droits de vote et du capital. Donc là, vous avez une illustration de la grande diversité des droits de vote détenus par les différentes catégories d'acteurs. Et donc j'y reviendrai par la suite dans ce module, c'est l'objet de ce module, de comprendre un petit peu les effets de cette structure de contrôle du capital et des droits de vote sur un certain nombre de décisions qui pourraient être prises. Mais là, vous avez vraiment une très très bonne illustration de cette diversité entre des acteurs étatiques, des grands fonds d'investissement qui à titre individuel ont davantage de 5%, toute une catégorie d'investisseurs institutionnels qui ont des petites participations, mais dont le total est significatif, et puis une présence aussi assez significative des salariés. Donc si on regarde également d'autres exemples, on va voir par la suite d'autres exemples, simplement je voulais signaler que ce tableau que vous venez de voir, si on arrive à repérer par exemple un BlackRock, si on arrive par exemple à repérer l'État luxembourgeois, c'est que d'abord, lorsque un nouvel actionnaire arrive dans le capital d'une société, il doit faire une déclaration de franchissement de seuil de détention de ses droits de vote. Alors, par exemple, tout actionnaire doit déclarer le franchissement du seuil de 5%. C'est pour ça que vous voyez BlackRock sur le tableau qu'on vient de voir, avec 5,1%. Donc, il a été obligé de se déclarer formellement, alors qu'il devait être certainement présent parmi les autres investisseurs institutionnels. Mais là, il a passé un seuil et donc il apparaît à ce titre-là très clairement dans la liste des actionnaires présents dans le capital. Ensuite, il faut évidemment déclarer vos franchissements de seuil quand vous dépassez 10, 15, 20 et 25%. Là, vous devez le déclarer. Et en plus, il y a une obligation supplémentaire. On vous demande, en tout cas l'actionnaire qui fait ça, on va lui demander de déclarer ses intentions et ses objectifs pour les 6 prochains mois pour savoir s'il veut continuer à franchir successivement les seuils. Quand vous arrivez au seuil de 30%, là, il faut lancer, c'est une obligation, il faut aller faire une offre publique et en d'autres termes, si vous dépassez les 30%, vous devez être capable d'assumer que d'autres actionnaires viennent vous vendre les titres et vous devez l'accepter. Et ce dont vous pouvez vous retrouver à faire une offre publique effectivement et devenir majoritaire dans le capital de la société. Mais ça, c'est si les autres actionnaires le souhaitent. Ensuite, deuxième façon de voir la géographie du capital après les droits de vote, c'est le montant de capital détenu.
On l'a vu dans le cas de BNP, il n'y a pas de différence. Donc ce point-là n'est pas forcément très important pour BNP, mais dans d'autres cas, on a des situations assez différentes où il y a un écart entre le capital détenu et les droits de vote. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Il y a cette différence, on le voit ici par exemple dans le cas de L'Oréal, hein. Donc on va le voir hein, dans le cas de L'Oréal. On a ici un tableau où on a vraiment la répartition du capital. Alors la répartition du capital, on voit ici hein, très clairement là aussi en termes de diversité, on voit que la famille Bettencourt-Meyers c'est donc avec Nestlé, les deux plus gros investisseurs individuels clairement identifiés. Donc là, on a une différence avec BNP. Ici, c'est une famille hein, qui contrôle l'entreprise avec un montant de capital au-delà de 30%, ce qui va lui conférer effectivement un pouvoir extrêmement fort, même s'il ne détient pas plus de 50%. Les investisseurs institutionnels internationaux représentent 30%, mais c'est un groupe d'investisseurs de petite taille. Donc en fait, le capital détenu ici hein, est à comparer avec la structure des droits de vote. Hein. Et si vous avez un écart entre les droits de vote et la structure du capital, c'est que les conditions d'émission des actions ont été un petit peu particulières et il faut donc analyser la nature des actions qui ont été émises au sein de